C'est important, je trouve, de nourrir son âme, pas son ego. Moi, un piège dans lequel je suis tombée, qui est le piège de la girl boss, qui en fait est plus un piège qui nous enferme, plus qu'il ne nous libère. Pour moi, la libération des femmes, c'était qu'elles puissent faire et ce qu'elles voulaient faire d'un point de vue personnel, et de pouvoir avoir une famille, avoir un couple épanoui, mais aussi de travailler, d'être sur tous les fronts. C'est-à-dire que c'est dingue que même nous, on ne soit pas rendu compte que le fait de, non pas très certainement pouvoir tout faire, mais devoir tout faire, était bien plus aliénant qu'il n'était libérateur. Et qui me donnait le sentiment, déjà non seulement d'être malheureuse, donc c'est pas très agréable, mais en plus de ça, d'échouer à une forme de performance qui était celle attendue par la société, qu'on essaye d'exhiber, et particulièrement à l'ère des réseaux sociaux. Je pense que ça s'est renforcé, moi encore plus, quand je suis arrivée sur les réseaux sociaux, où on passe beaucoup de temps, et d'ailleurs très certainement plus de temps, à essayer de paraître heureux qu'à l'être réellement. Car c'est ça aujourd'hui, ce qui fait un peu aujourd'hui la monnaie sociale. Le désir d'être heureux, qui est tellement louable et à la base de la naissance de la philosophie, quand il devient une injonction, comme c'est devenu le cas aujourd'hui, devient un poison. La nécessité, l'injonction d'être heureux comme une performance finit par nous faire nous sentir coupables parce qu'on ne l'est jamais assez et parce qu'on traverse tous des moments de difficultés, de chagrin, de doutes qui sont vus comme des manques, des erreurs, des fautes. Et tout ça tourne au vinaigre. Moi, je suis Fabrice Midal, philosophe, auteur de nombreux livres dont Foutez-vous la paix. Et dans cet épisode, je reçois Louise Auberi, que vous connaissez sans doute pour son podcast, sa présence sur les réseaux sociaux, son émission sur France Inter. Et dans son livre, elle expose avec beaucoup de finesse et de justesse comment elle a été elle-même prise au piège de ces injonctions et comment elle a réussi à s'en défaire, à les repérer. Et je trouve que son témoignage est d'une honnêteté qui touche en plein cœur. Vous êtes sur Dialogue et vous allez voir, c'est passionnant. Bonjour Louise. Bonjour Fabrice. Alors c'est vraiment une joie à plein de titres de te recevoir, non seulement parce que j'ai beaucoup d'amitié et d'affection pour toi, mais je trouve aussi que c'est très important, ce dont tu parles dans ce livre, de parler avec, de manière aussi directe, de la rencontre avec la souffrance mentale et l'illusion de bonheur que promeut souvent notre société. Et je trouve important que tu portes cet engagement parce que tu touches ici un des grands nœuds de notre société. On va peut-être commencer par l'illusion du bonheur. Tu racontes toi-même comment tu as été un peu prisonnière, happée par ce message que nous renvoie notre société. Est-ce que tu veux essayer de décrire un peu ce leurre? Je sais pas comment toi t'as grandi et à quoi tu aspirais, mais moi j'ai grandi très vite en me disant que le but de la vie c'était d'être heureux. C'est presque une évidence, quoi. C'est presque une vérité générale que de la dire. Et ce avec quoi j'ai été confrontée très tôt, c'est finalement la désillusion que ça entraîne, car on ne peut être tout le temps heureux. C'est-à-dire que l'inverse du bonheur, c'est le malheur, et que du coup, tous ces moments qui n'étaient pas heureux étaient des moments dans lesquels j'étais malheureuse, et qui me donnaient le sentiment, déjà non seulement d'être malheureuse, donc c'est pas très agréable, mais en plus de ça, d'échouer à une forme de performance qui était celle attendue par la société, qui était celle d'être heureuse, qui est celle qu'on essaye d'exhiber, et particulièrement à l'ère des réseaux sociaux. Je pense que ça s'est renforcé, moi encore plus, quand je suis arrivée sur les réseaux sociaux, où on passe beaucoup de temps, et d'ailleurs très certainement plus de temps, à essayer de paraître heureux qu'à l'être réellement. Car c'est ça aujourd'hui, ce qui fait un peu aujourd'hui la monnaie sociale. En fait, ce que tu dis, c'est pas tant la quête du bonheur que de la quête d'une certaine vision, au fond, du bonheur comme performance. On est sommé d'être heureux selon un modèle tout à fait standardisé de bonheur. Oui, on est
En fait, déjà, ce qui est difficile, c'est qu'on nous dit d'être heureux sans jamais nous dire comment l'être. Donc c'est d'ailleurs souvent une question existentielle pour beaucoup d'entre nous. Enfin voilà, je pense que beaucoup de personnes peut-être qui ont traversé, comme à mon âge, à 19, 20, 21 ans, cette question finalement vertigineuse de mais comment je peux être heureux. On a vraiment l'impression que c'est un objectif à atteindre. C'est ça. Comme en effet avoir une bonne note, comme réussir le bac, comme s'il y avait vraiment une destination sans qu'on nous donne jamais le GPS, la carte pour trouver la destination. Donc ça nous met très vite face à une forme d'incapacité, de remise en question, qui peut avoir l'effet totalement inverse, parce qu'en fait, on a l'impression que ça ne nous est pas réservé et que finalement, voilà, on est peut-être le seul, la seule à ne pas trouver la route que pourtant tout le monde a l'air de prendre bien joyeusement et assez simplement. En fait, là pour l'instant, on verra, il y en a plusieurs, mais là il y a déjà 2 pièges. Au nom du bonheur, on n'a pas le droit d'avoir des moments de blues, des moments où on va moins bien, ce qui est déjà une idée. Et l'autre piège, c'est le bonheur, c'est correspondre à une certaine vision. Moi, des fois, pour caricaturer, je dis, les gens croient qu'être heureux, c'est avoir une maison avec une piscine, il fait toujours beau, il pleut jamais, les enfants courent faire leurs devoirs avec un enthousiasme, et que si on n'a pas ça, on n'est pas heureux. Donc on a un peu une sorte de vision comme ça, complètement idyllique, ou alors du prince ou de la princesse charmante, enfin quelque chose de hors sol, qui nous coupe au fond de notre propre existence. Donc, qui nous coupe, je pense que nous, tous les deux, si on avait une vision du bonheur, on n'aurait pas la même, et une ne serait pas plus juste qu'une autre. Donc tu as totalement raison dans le fait que, en fait, c'est plus un idéal qu'on nous vend, tout comme on nous vend un idéal physique. Donc on va devoir aspirer à ressembler à pour avoir de la valeur. Et c'est la même idée avec le bonheur. Il y a une vision un peu installée, commune, qui est une norme. Et dès qu'on va s'éloigner de cette norme, donc si on va choisir par exemple de ne pas avoir d'enfants, ou si on va choisir de ne pas se marier, ou voilà, de choisir une vie peut-être de voyage, on va être ramené à la déviance face à cette norme qui finalement a été construite, qui n'est ni la même historiquement, à travers l'histoire, qui n'est ni la même selon les cultures. Voilà, nous dans notre société occidentale, quand on va dévier de cette norme qui nous a été imposée, qui a été choisie et construite de toutes pièces, eh bien on va être remis en question. Alors que fondamentalement, personne ne devrait être en mesure de dire qu'une façon d'être heureux est meilleure qu'une autre. Oui, et puis en plus même, la manière qui s'impose dans notre société n'a en fait pas grand-chose à voir avec le bonheur. C'est plutôt un idéal de performance, de quelque chose de très lisse, quelque chose de très mécanique, quelque chose de très désincarné, déshumanisé. Ce serait le bonheur, c'est très lié à la performance, c'est très lié à la productivité aussi. C'est clair. C'est vrai que moi je pense un des pièges dans lesquels je suis tombée à l'âge où j'ai voulu me demander mais en fait c'est quoi être heureuse, comment est-ce que je vais l'être, donc voilà, à la fin de mon adolescence, l'image, finalement on se base sur ce qu'on voit, on se base sur ce qui est valorisé par les médias, par la société, et ce qui est valorisé en l'occurrence c'est une forme de réussite, c'est une forme de réussite sociale, une forme de réussite financière. Et donc, je me disais, en fait, finalement, c'est ça. Être heureux, c'est réussir, c'est afficher ensuite tous les attributs que je vois, moi, exhibés dans les magazines, à la télévision et partout. Et c'est ça qui va très certainement me permettre de ressentir enfin ce bonheur qu'on cherche tous. Et c'est se fourvoyer, déjà, non seulement, je pense, parce que c'est plus facile de mesurer le bonheur de cette manière. C'est-à-dire qu'au moins, la réussite, elle a des métriques très claires, elle a des paliers à atteindre, et en plus de ça, elle est infinie, parce qu'on peut toujours faire mieux, on peut toujours faire plus. Et en plus de ça, il y a une route tracée. Et c'est pour ça que j'entends beaucoup, moi, encore autour de moi, des gens qui me disent
Non, moi, c'est vrai que j'ai pris cette voie professionnelle parce que, voilà, je savais qu'il y avait une forme de sécurité, je savais que c'est ce que mes parents attendaient de moi. En fait, c'est rassurant parce que on a l'impression qu'on sait ce qu'il va y avoir derrière. Alors que forcément, sauter dans l'inconnu ou explorer différentes voies avant de trouver celle qui nous correspond, eh bien, ça fait beaucoup plus peur parce qu'on a moins de garanties et on a moins de connaissance, tout simplement. Et la connaissance rassure. Troisième piège, qui est vraiment très redoutable, c'est qu'on est responsable de son bonheur. Donc ça, je suis très content que tu insistes là-dessus. J'en parle souvent, je pense que c'est vraiment un des problèmes majeurs de notre temps. On a le devoir d'être heureux, et si on veut, on peut. Et donc, si jamais on ne se sent pas bien, on est malheureux, au lieu de penser que c'est des ajustements nécessaires à la vie, que c'est des passages par lesquels tous les êtres humains passent. Donc il y a deux choses différentes. Soit des fois on est malheureux parce qu'on n'est pas en phase avec soi-même. Donc c'est un signal qui nous dit bouge, transforme-toi. Là, on peut être malheureux dans une relation avec quelqu'un, c'est le signe que peut-être il faut changer de relation ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou d'accepter que ça fait partie de la vie, qu'il y a des moments de crise, des moments de deuil, de perte, dans la perspective de notre société, on est doublement puni. On vit quelque chose de difficile et c'est entièrement de notre faute. Et je trouve qu'une des forces de ton livre, c'est de pouvoir t'adresser à beaucoup de gens jeunes et de leur montrer que ce qu'on nous vend partout, c'est vraiment du poison. Ce que je trouve très difficile dans la conception moderne du bonheur, c'est qu'à la fois on souffre de son manque, et en plus de ça, on nous fait endosser la souffrance de la culpabilité de ne pas y arriver. C'est vraiment moi ce que j'ai vécu à titre personnel quand j'ai eu un épisode très compliqué de santé mentale. On va parler. Qu'on pourrait simplifier par une forme de dépression. En fait, ce qui est très compliqué, c'est d'avoir conscience d'aller mal, mais d'en avoir aucune raison pour cela. Souvent, on va nous dire mais qu'est-ce qui a déclenché chez toi ce passage ? Qu'est-ce qui a fait que tu as traversé cette période particulièrement difficile ? Mais en fait, évidemment, il n'y a aucune raison. Et c'est d'autant plus douloureux que c'est pas comme si je pouvais identifier d'où ça venait. C'est pas comme si j'identifiais que il y avait quelque chose dans ma vie que je pouvais changer. Non, j'étais en couple et heureuse. Je faisais un métier qui me plaisait. Je suis assez proche de ma famille. J'avais des bons amis. J'avais en soi tout pour être heureuse. Et c'est d'autant plus violent quand finalement on se prend une réalité en pleine figure qu'on ne nous a jamais dite. C'est que parfois on peut vivre des moments absolument atroces, absolument horribles, sans que ce soit de notre faute. Et on n'est pas armé, en fait, pour ça. C'est difficile dans notre société d'accepter ça, parce qu'on a un peu tout ce modèle psychologisant, qui est un autre problème que je crois vraiment important de dénoncer. On est vraiment pris par une sorte d'idéologie psychologisante, et donc, si on va mal, il y a une cause. Si je suis triste, il y a une cause. Tout doit avoir une cause, et je dois pouvoir l'analyser pour pouvoir aller mieux, ce qui me semble vraiment... Oui, mais et d'un autre côté, ce qui est très rassurant, c'est-à-dire que moi, j'ai toujours un peu fièrement dit, mon mantra, c'est un problème, une solution. Je me targue de essayer de trouver des solutions à tous les problèmes et à les dépasser, et à en ressortir plus forte. Mais je pense qu'il faut avoir l'humilité de reconnaître que parfois, ça ne dépend pas que de nous, qu'il y a des facteurs externes, que ce qu'on va traverser finalement... ce ne sera pas toujours des choses sur lesquelles on pourra avoir la main, et que finalement ça demande beaucoup d'humilité, beaucoup de maturité, de pouvoir l'accepter. Et de l'acceptation ne veut pas dire de la résignation. Ça veut simplement dire qu'on a conscience de ce sur quoi on peut avoir une agentivité et ce sur quoi on ne peut pas en avoir. Et comme le dit quelqu'un que tu aimes beaucoup, Marc Aurèle, C'était une blague. Hein. Oui, c'est ironique. Finalement, ce qui est difficile, mais ce qu'on doit faire, c'est savoir faire la différence entre les deux. C'est clair. Bon, ça, comme je dis toujours, c'est pas particulièrement stoïcien, c'est un peu une généralité. Oui. C'est genre qu'il y a des choses qui dépendent de nous, il y a des choses qui dépendent pas de nous.
Et donc la grande erreur d'un certain discours, qu'on peut dire, un certain discours de développement personnel, mais je dirais plus généralement du management total de notre monde, c'est que tout devrait dépendre de moi et je devrais être en contrôle de moi-même. Et donc, dans ton cas, la maladie mentale te montre que non, qu'il y a quelque chose... tu as dit que c'était de la dépression, mais peut-être, je pense que c'est peut-être intéressant d'être un peu plus précis, parce que je trouve que ce que tu as vécu dans son étrangeté, au fond, parce que c'est pas tout à fait une dépression, je trouve que c'est important pour les gens de voir à quel point ça a plein de formes, qu'on est aussi... On a du mal à nommer les choses, donc on a ce mot de dépression. C'est vrai, t'as raison, la santé mentale est diverse. Les souffrances, les crises, les difficultés que chacun peut vivre sont beaucoup plus différentes. Il y a beaucoup plus de maladies qu'on ne le croit. Et je crois qu'on gagne à essayer... T'as raison. d'en parler. Donc, est-ce que tu veux dire un peu ce qui t'arrive? Oui, ce qui m'arrive, parce que c'est vrai que même si je vais mieux aujourd'hui, il y a un peu une épée de Damoclès au-dessus de ma tête. Et je crois que c'est le cas pour toutes les personnes qui traversent différents troubles ou différentes maladies mentales. Moi, ce qui m'est arrivé, c'est vraiment de me réveiller un jour, du jour au lendemain, avec une toupie qui tournait dans ma tête. Donc vraiment en permanence, quand je parlais, quand je me reposais, quand je faisais du sport, et tout ce que j'avais envie, c'était de la prendre et de l'arracher de mon cerveau, quoi. Donc en fait, ce qui t'est arrivé, c'est une sorte de suractivité mentale incessante qui t'étouffait. Ouais, qui m'étouffait complètement et qui m'empêchait de profiter de la vie. C'est pour ça que j'ai utilisé le terme de dépression, parce que ça a eu comme conséquence après des symptômes dépressifs. Mais c'est vrai que ça émanait de cette cause-là, de cette ébullition mentale. Je sais pas, c'est comme si j'avais découvert une région de mon cerveau que je ne connaissais pas jusqu'alors et qu'on avait appuyé sur un bouton on et qu'on ne trouvait pas le bouton off. Et ce qui est difficile, évidemment, déjà, c'est la souffrance psychique. Deuxièmement, comme on l'a dit, c'est le fait d'avoir l'impression que c'est de sa faute, mais de ne pas savoir comment s'en sortir, donc de porter la responsabilité et la culpabilité de son malheur. Et puis aussi, ce qui a été difficile, c'est la méconnaissance, l'errance médicale, c'est-à-dire de faire face à de nombreux psychologues, plusieurs psychiatres également, qui pensent aider, mais qui finalement ne nous aident pas forcément, qui ramènent parfois à des causes qui n'en sont pas, qui essayent toujours comme ça de trouver... la psychologie. Je suis ravi de le redire. La psychologie, le plus souvent, empoisonne les gens. Parce que ça veut, et ton papa et ta maman, on veut tout expliquer comme ça, de manière extrêmement schématique. Et on aimerait, ça serait tellement plus simple de pouvoir dire que c'est à cause de ça, à cause de ça. Dans les faits, c'est hyper important de rappeler que énormément de troubles de santé mentale sont biologiques, sont de l'ordre de la physiologie, de l'ordre de notre chimie. Donc c'est quelque chose sur lequel on n'a pas de pouvoir, et c'est quand même... Il faut avoir l'humilité de le reconnaître. Et puis, il y a aussi, bien sûr, des facteurs environnementaux qui peuvent être liés à l'éducation, qui peuvent être liés aux fréquentations, qui peuvent être liés à une consommation X ou Y. Je pense que les écrans n'aident pas. Mais en tout cas, c'est pour dire que c'est multifactoriel et que... Ce qui est très difficile, c'est que c'est pas comme quand on passe un IRM où en fait on va pouvoir dire « Ah, c'est là, je vois que tu t'es cassé telle côte de ce côté-là ». On arrive à identifier vraiment où est le mal. Moi, ça a pris presque 1 an entier de souffrance pour enfin avoir un diagnostic qui correspondait somme toute à ce que je vivais et avoir un traitement qui me permettait de recommencer à vivre. Donc c'est long, c'est douloureux, c'est pénible. Et moi, je crois qu'un des trucs dont j'ai le plus souffert, c'est l'errance médicale. Vraiment ce sentiment d'être livré à moi-même, que personne n'allait pouvoir m'aider. Que moi-même, je voyais bien que j'en étais incapable. Donc voilà, comme j'ai dit, comme tu le dis très bien, réaliser que non, je ne pouvais pas juste manager ma personne et mon corps à coups de cours et de coaching, mais que je faisais face à un mal plus grand et qu'en fait, même, je sentais que ça posait problème aussi aux spécialistes, quoi. Donc après, tu vas être aidé par des médicaments, et je trouve aussi important d'en parler. Moi, je reçois des messages de gens qui me disent
voilà, je vais très mal, mais je veux pas voir un psychiatre et prendre des médicaments. Il y a encore un tabou sur les médicaments en santé mentale, en maladie mentale. Et je crois que c'est vraiment important que tu aies le courage d'en parler, parce que je crois que le message est... Les gens, il y a vraiment un tabou, c'est considéré comme une faiblesse. Puisqu'on a le modèle de ce management qu'on devrait être super puissant, si j'ai besoin de médicaments, c'est quand même, au fond, que je ne suis pas quelqu'un de solide. J'aurais envie de répondre à ça deux différents mantras qui personnellement m'ont beaucoup aidé. Le premier, on ne gagne pas de points bonus dans la vie à souffrir. On ne gagne pas de points bonus dans la vie à souffrir. Et le deuxième, c'est de réaliser que c'est parfois plus courageux de se faire aider que de rester dans sa situation. Et prendre des médicaments n'est pas un échec. Ce n'est pas un échec. On en a toutes et tous conscience quand il s'agit de maladies comme le cancer, ou entamer une chimiothérapie, c'est courageux, ça demande du courage, et c'est pas un aveu de faiblesse du tout, c'est le traitement qu'il faut pour tenter de tuer la tumeur, pour tenter de la réduire à néant. Eh bien, il en va de même avec l'immense majorité des traitements de santé mentale. Ce n'est pas un caprice, ce n'est pas une preuve de faiblesse, c'est simplement, voyez ça comme si vous étiez un puzzle. Et il y a une pièce qui manque, il y a une pièce qui n'est pas encore au bon endroit, et bien le médicament va venir enfin apposer cette pièce pour que le puzzle soit complet et que vous soyez rempli. Et en fait, on ne devrait même pas avoir à le justifier et encore moins à s'excuser pour cela. Parce que toi, c'est ça qui t'a vraiment aidé. Moi, ça a été vraiment la pièce du puzzle manquante. J'ai traversé des semaines à essayer différentes techniques, spécialités, méthodes, médecine alternative, en étant persuadée qu'il y avait une forme de fierté à potentiellement m'en sortir toute seule, comme s'il y avait une hiérarchie dans la guérison. En fait, il n'y a pas de hiérarchie dans la guérison. Ce qui compte, c'est de guérir. Ce qui compte, c'est d'aller mieux. Et en l'occurrence, ce qui a été vraiment extrêmement efficace, j'ai pris des médicaments à partir de mi-juillet. À la mi-août, j'étais redevenue moi-même. Cette toupie s'était arrêtée. Et je me suis dit, mais comment j'ai pu perdre autant de temps à essayer à tout prix parce que c'est plus noble, parce que on nous vend des leçons de résilience comme si derrière c'était une forme de médaille qu'on devait exhiber. Mais en fait, là, je vais mieux et c'est tout ce que je souhaitais. Et c'est tout ce que je souhaite aux personnes qui nous regardent et qui nous écoutent. Et pour ça, voilà, il n'y a pas de moyen meilleur qu'un autre. Et les médicaments sont bien souvent une voie privilégiée. Alors parfois de manière temporaire, parfois de manière permanente. Mais même si c'est de manière permanente, en fait, si ça nous permet de vivre... Moi, aujourd'hui, je suis reconnaissante envers les médicaments. C'est même pas juste... voilà, j'en prends parce que je dois en prendre. Je suis reconnaissante aux médicaments de me permettre de mener une vie normale, de me permettre de faire ce que j'aime, de me permettre d'être la personne que j'ai envie d'être. Et voilà, je pense qu'il y a peut-être une défiance aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il faut les prescrire à tout bout de champ quand c'est pas le cas opportun. Mais quand c'est nécessaire, eh bien, en fait, on doit juste le remercier, quoi. Surtout, comme tu le dis, il y a une errance médicale parce qu'on ne prend pas des médicaments n'importe comment. Il y a un suivi, il faut trouver le bon médicament. C'est comme tout. À fait. Donc les gens ont aussi cette idée un peu naïve. Si un médicament ne marche pas tout de suite, or, dans la santé mentale, c'est des fois plus compliqué que dans d'autres spécialités de trouver le bon médicament. Ça met des fois un peu plus de temps à agir. Voilà. C'est pas comme on prend un aspirine, on a mal à la tête et ça passe. Comme tu dis, là, toi, il a fallu 1 mois et d'un seul coup, donc ça prend un certain temps. Ouais, 1 mois après avoir essayé d'autres médicaments avant qui ne marchaient pas. Donc c'est ça qu'il faut vraiment... Ouais, il faut pas lâcher l'affaire. Voilà, il faut être suivi par quelqu'un de vraiment compétent. Mais je crois important de montrer cet horizon et ce cheminement. Et prescrire des médicaments, c'est un métier à part entière. Il faut faire attention, il faut trouver la bonne posologie. J'aimerais qu'on les remercie, en fait, aussi, les psychiatres, parce que je trouve que c'est des métiers qui sont pas valorisés à la hauteur de l'impact qu'ils ont. C'est une profession qui est en difficulté aujourd'hui.
Et moi, je remercie toutes les personnes qui font le choix de poursuivre cette voie, parce que ce sont des personnes qui sauvent des vies, quoi. Ce sont des médecins et c'est important de le rappeler. Donc ça, c'est... Et on finira sur cette question. Et c'est des médecins. Et je pense que quand on est mal, d'avoir la logique d'un médecin et la rationalité d'un médecin, c'est des choses que... c'est presque bizarre de dire ça aujourd'hui, mais d'être rassuré, pas juste par un coach, mais par quelqu'un dont le métier, c'est la médecine, qui a travaillé à essayer d'avoir cette forme de rationalité, même si c'est pas toujours une science exacte et que c'est comme tout, il y a des gens qui sont plus ou moins compétents, c'est vraiment important. Dans le livre, tu continues à parler de toutes ces manières dont on se fait piéger et tu parles aussi beaucoup de la pression sociale. On en a parlé un peu, mais je trouve que ça serait bien d'essayer de creuser un peu plus. Tu analyses un peu toutes les formes de pression sociale. Comment la repérer ? Ce qui est important de se poser comme question, selon moi, c'est de se demander pourquoi on fait les choses. Pourquoi est une question, je pense qu'on sous-estime, qui a un pouvoir très fort, parce qu'on peut tout de suite se rendre compte d'où ça vient, et si jamais c'est en accord avec nous. Donc, moi, par exemple, dans différentes activités que j'ai pu mener, à un moment, j'étais à fond dans la nutrition. Je voulais lancer une fourchette connectée qui compte les calories, parce que je me disais, en vrai, ça va aider plein de gens. Et j'ai assez vite arrêté, parce que, en fait, quand les gens me demandaient pourquoi je le faisais, j'avais du mal à répondre. Et en fait, j'ai compris, en allant étudier notamment aux États-Unis pour développer ce projet, que c'était avant tout pour l'image que je voulais renvoyer. Je voulais être celle qui a monté une start-up, qui a levé des fonds, qui a créé un produit révolutionnaire. Mais fondamentalement, est-ce que j'aimais le quotidien impliqué dans ce travail ? Non. Je ne suis pas particulièrement passionnée par la tech, pas particulièrement passionnée par la science d'ailleurs, et tous ces développements, même si c'est très important. Et du coup, en fait, j'ai eu un peu une espèce de désillusion, de désenchantement quand j'ai étudié un semestre là-bas, parce que je me suis rendu compte que je poursuivais le mauvais rêve. Je me suis rendu compte que je poursuivais finalement le rêve de mon ego et pas de mon âme. C'est beau. C'est une très belle... je trouve que c'est très important. Je trouve que c'est très bien dit. Souvent, c'est ça. Tout le monde dit accomplis tes rêves, mais souvent on choisit le mauvais rêve. Le rêve de l'ego et pas le rêve de son âme. C'est important, je trouve, de nourrir son âme, pas son ego. Et c'est ce qu'on n'est pas assez encouragé à faire. Et ce qui est difficile, c'est que, en effet, il faut déjà s'en rendre compte. Il faut déjà savoir pourquoi on fait les choses, pour qui on fait les choses. Il faut réussir à se poser cette question quand même de manière assez récurrente pour se rendre compte qu'on est sur le chemin que nous-mêmes on est en train de construire et pas celui que les autres construisent pour nous. Et ça, c'est particulièrement difficile. Alors, dans le livre, je développe notamment, moi, un piège dans lequel je suis tombée, qui est le piège de la girl boss, donc qui est un peu l'idéal qu'on a créé pour les femmes j'ai envie de dire post-révolution féministe, mais qui en fait est plus un piège qui nous enferme, plus qu'il ne nous libère. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et moi il y a quelques années, pour moi la libération des femmes, c'était qu'elles puissent faire et ce qu'elles voulaient faire d'un point de vue personnel, et de pouvoir avoir une famille, avoir un couple épanoui, mais aussi de travailler, d'être sur tous les fronts. Et en fait, c'est assez dingue que moi-même, et que nous toutes, finalement, on ait contribué à glamouriser cet idéal qui, fondamentalement, je veux dire, est une prison. C'est-à-dire que c'est dingue que même nous, on ne soit pas rendu compte que le fait de, non pas très certainement pouvoir tout faire, mais devoir tout faire, était bien plus aliénant qu'il n'était libérateur. Et ça, c'est venu de différents rôles modèles qu'on a érigés. C'est venu de différents messages qui ont été portés. Et en fait, en baignant là-dedans et en ne le remettant pas en question, en ne prenant pas du recul, on peut totalement se faire happer. Et je pense que j'ai moi-même été victime à un moment donné, dans mon partage de créatrice de contenu, de partager cet idéal
parce que c'est voilà, On c'était doit plus tout réussir. ce que je voulais, c'est ce à quoi je voulais ressembler plus que ce que je voulais être. Alors, on a toujours le même problème qu'on a vu au début, cette sorte de pression, de performance Ouais. qui nous écrase. Tu définirais comment aujourd'hui dans ton travail ? Tu dirais que... Je dirais que je suis créatrice de contenu, autrice et productrice. C'est mes activités principales. Après, entrepreneuse peut un peu résumer tout ça, parce que j'ai des sociétés. Mais moi, je suis toujours très... j'essaye, notamment depuis l'écriture de ce livre, d'être très vocale et très transparente auprès de ma communauté sur le fait que j'ai une vie personnelle très limitée, que pour l'instant, c'est pas ma priorité. Mais donc, j'ai pas envie de faire croire que j'ai un équilibre de vie absolument merveilleux, que j'arrive à avoir 3 entreprises en ayant un couple hyper épanoui et puis des enfants qui jouent dans le jardin. Non, j'ai ni mec, ni enfant. Et finalement, je vois mes amis, mais c'est vrai que je les vois assez peu. Je pense que j'ai une personnalité assez obsessionnelle et que j'ai besoin un peu de m'enfermer dans mes différentes passions. Et voilà, peut-être que ça changera un jour, mais en attendant, je suis à l'aise avec le fait que c'est ce qui me correspond à ce moment donné de ma vie et que c'est déséquilibré. Je pense que l'équilibre, sur le papier, c'est sympa d'essayer de le rechercher parce que on a envie de se dire qu'on a un peu différents œufs dans différents paniers, qu'on a un peu, voilà, 30% ici, 30% là, etc. Mais que ça peut être plus culpabilisant qu'autre chose, parce qu'en fait, il y a des moments de notre vie où non, il faut être à 60% dans un des pans de nos vies, et forcément, du coup, il y en a un qui est plus vide, et il faut pas nous faire culpabiliser de ça. C'est vraiment nous qui devons savoir de quoi on a besoin à quel moment de notre vie. Qu'est-ce qui nourrit ton âme en ce moment ? Ce qui nourrit mon âme en ce moment, beaucoup la culture coréenne. Je trouve ça passionnant de découvrir une autre culture, une autre histoire, un autre prisme et une autre vision de la vie. C'est du confucianisme qui a beaucoup influencé la culture coréenne. Et voilà, je prends beaucoup de plaisir à échanger avec des personnes issues de cette culture, d'apprendre la langue et de manière générale d'apprendre. Là, j'ai pris cet exemple parce que c'est ma passion du moment, mais je l'ai aussi beaucoup dans la danse. Qui me permet de me reconnecter à mon corps et qui me permet de prendre du plaisir à faire sans chercher à parfaire, qui est, je pense, un piège, moi, dans lequel je peux beaucoup tomber, parce que j'ai une éducation où voilà, il fallait toujours être la meilleure, qui avait la meilleure note, il y avait cette culture un peu de l'élitisme, et aujourd'hui, je prends du plaisir à être... mauvaise, ou en tout cas à te foutre la paix. À me foutre la paix parce que j'ai envie de juste faire ce que j'aime et à vraiment me détacher d'un souci de performance. Alors je dis pas que c'est partout dans ma vie, ce serait utopique, mais en tout cas je nourris vraiment de manière délibérée des pans de ma vie dans lesquels j'ai ces exutoires dans lesquels le plaisir est finalement le principal guide. Mais ton travail, tu as dit, c'était d'être créatrice de contenu. Dans quel axe tu essayes de créer du contenu ? Qu'est-ce que tu essayes de travailler plus ? Écoute, c'est assez ce serait pas un mot en particulier. J'essaye d'aider les gens à se sentir bien. J'essaye d'aider les gens à se sentir bien dans leur tête, aussi bien que dans leur corps. J'essaye notamment d'aider les femmes à prendre le pouvoir de leur vie, à se détacher des injonctions qui pèsent encore trop lourd sur nos épaules et qui nous empêchent d'être qui on est sans s'excuser pour cela. Donc voilà, j'essaie de partager du contenu lié, que ce soit à la santé mentale, lié à l'amour de soi, lié à la réflexion aussi, à travers mon podcast, où j'ai eu la chance de te recevoir. Évidemment, d'ailleurs, il faut que tu reviennes, ça fait trop longtemps. Mais j'aime bien en fait réfléchir, quoi. J'aime bien me dire, parmi toute l'information qu'on nous partage, c'est essentiel d'avoir un esprit critique pour garder ce qui vibre, mettre de côté ce qui ne vibre pas et se créer finalement sa propre vérité. Parce qu'il n'y en a pas une, et ça je l'ai bien compris, et je pense que c'est dangereux de continuer à faire croire ça, tu vois, qu'il n'y en a qu'une qui est meilleure que les autres.
tu as un engagement féministe. En même temps, des fois, tu es critiqué parce que tu es trop féministe, des fois, tu es critiqué parce que tu n'es pas assez féministe. Comment tu te situes par rapport à ça? Comment tu vis cette situation? Écoute, je vis cette situation en étant moi-même. Donc très certainement que mon féminisme a évolué au fur et à mesure de mon évolution personnelle. Plus on en apprend, plus on se repositionne par rapport à nos croyances passées. Moi, je trouve que c'est assez chouette de reconnaître qu'on ne sait qu'à la mesure de ce qui nous a été donné à savoir. J'ai conscience que aujourd'hui, je ne peux pas prétendre connaître toute la philosophie féministe et que je ne peux que faire à mon échelle ce qui me touche, ce qui me parle. Et je trouve que c'est hyper important que les autres comprennent que ça ne remet pas en question leurs propres croyances. Je pense que ce qui est difficile aujourd'hui, c'est qu'on essaye, c'est qu'on projette sur les autres nos propres croyances et nos propres attentes. Mais en fait, comme je le disais, il n'y a pas une vérité meilleure qu'une autre. Il y a juste celle qu'on vit nous. Et il faut savoir la faire coexister avec la vérité des autres. Donc aujourd'hui, je suis assez à l'aise avec les critiques que je peux recevoir parce que si pour quelqu'un, je devrais plus prendre position pour, je sais pas, l'intersectionnalité, alors j'essaie de le faire à mon échelle, j'essaie de le faire avec mes connaissances qui ne sont très certainement pas à la hauteur de celles de la personne qui me reproche de ne pas le faire assez. Parce que là aussi, il y a une nouvelle injonction. Ouais. Même sur le féminisme qui voudrait nous libérer des injonctions sur ce que devrait être la femme, il y a une nouvelle injonction qu'on ne serait jamais assez féministe. Et des fois, je remarque, voilà, on dit à des femmes comme toi, assez engagées, qui essayent de libérer les choses, oui, mais vous en faites pas assez, ça devient une nouvelle injonction. Ça devient une nouvelle injonction et surtout, moi j'ai envie de me demander qu'est-ce qui est plus important, le moyen ou la fin? Et je pense que c'est hyper important de se rappeler que dans ce combat féministe, on travaille toutes pour la même fin. On travaille toutes pour l'égalité entre les genres, on travaille toutes pour la libération des femmes, pour l'empouvoirment des femmes. Et finalement, si on passe trop de temps à se crêper les cheveux sur les moyens d'y arriver, on perd de vue cette fin commune qui devrait toutes nous rassembler plus que nous diviser. Quand on se rend compte que nos problèmes ne sont pas que de notre faute, dans une sorte de développement personnel un peu étroit, ce que j'appelle un peu le management de soi-même, alors la question politique apparaît. Et quand tu t'es dans ce travail que tu montres de sortir de cette injonction sur soi-même, la question politique, au fond, c'est-à-dire la situation dans notre état d'être dépend de la situation du monde dans lequel on vit, apparaît plus clairement. Je me suis rendu compte en traversant cette période compliquée et en y réfléchissant par la suite, je me suis rendu compte de la mesure du capitalisme dans nos vies. Je pense qu'elle est difficile à mesurer, c'est difficile d'en prendre conscience parce que déjà, c'est une machine bien huilée, qui roule, qui nous rapporte des bénéfices. Mais je me suis vraiment rendu compte de la mesure de deux choses. La première, de l'individualisme de la société dans laquelle on vit. C'est-à-dire qu'on va vraiment être obnubilé par soi, par ses propres problèmes, sans forcément prendre conscience du fait que d'autres les vivent, que d'autres les traversent, et que fondamentalement, on a un pouvoir aussi à pouvoir le dénoncer collectivement, comme ça a pu l'être dans le mouvement de libération des femmes dans les années 60. Et également, j'ai vraiment pris conscience aussi de la démesure du toujours plus. J'ai réalisé que nous étions quand même, qu'on le veuille ou non, toutes et tous des hamsters dans des roues, et que c'est parce qu'on continue à courir que les roues avançaient. Mais on ne sait même pas où va la roue. On ne sait même pas à quoi elle sert, la roue. Mais on continue à courir quand même. Et c'est vrai que c'est un peu pour moi la parfaite métaphore du bonheur moderne tel que je le conçois et tel que je le décris dans mon livre. C'est que oui, il existe un bonheur, oui, on peut prendre du plaisir parfois dans cette course, mais évidemment qu'on ne peut y arriver en permanence, c'est tout simplement utopique.
Et en plus de ça, ça ne s'arrête jamais. Donc, à quoi bon essayer de poursuivre un objectif qu'on ne pourra jamais vraiment atteindre ? C'est un peu ça qui m'a frappée et qui m'a fait prendre beaucoup de recul avec... je ne sais même pas si on peut parler de philosophie du bonheur, tu le diras mieux que moi. En tout cas, cette conception du bonheur qui, comme tu le sais, est finalement très récente, très moderne, qui finalement ne s'est développée qu'en réponse à la chute de la religion, à la séparation de l'Église et de l'État en 1901, parce qu'il a fallu trouver autre chose, il a fallu trouver un autre moyen de croire, il a fallu mettre sa foi ailleurs, et on l'a mise dans ce bonheur, mais sans savoir vraiment quel était le contrat qu'on était en train de signer. Merci infiniment, c'est toujours un plaisir de t'écouter et j'espère que ça va aider beaucoup de gens à faire la paix avec eux-mêmes. J'espère. En t'écoutant, je suis certaine qu'ils trouveront déjà le chemin beaucoup plus facilement que je ne l'ai trouvé. Merci beaucoup, Louise. Merci, Fabrice. Merci d'avoir suivi cet épisode de Dialogue. C'est vraiment un vrai merci parce que c'est vraiment précieux que vous ayez vu cet épisode jusqu'au bout, que ça vous parle, que je fais ça pour vous. Donc c'est vraiment un échange et je suis vraiment conscient aujourd'hui qu'autour de Dialogue, il y a véritablement une communauté de gens pour qui prendre soin du monde, prendre soin de soi, prendre soin des autres compte beaucoup. Et c'est vraiment merveilleux de voir qu'on est ainsi une communauté. Alors n'hésitez pas à partager, à liker. Ça a l'air de rien, mais c'est vraiment très important. Ça participe d'une sorte de contagion heureuse dont notre monde a bien besoin. Je vous embrasse et je vous dis encore une fois merci.